m'appelle Jean-Ménoc de Cousser, donc moi je suis professeur des universités en hygiène hospitalière. Alors j'exerce mon activité hospitalière comme responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène des hôpitaux universitaires Henri Mondor. Et de formation, je suis microbiologiste et rapidement je me suis investi en hygiène dès mon internat en biologie médicale. Côté universitaire, j'exerce mon activité d'enseignement et de recherche au sein de la faculté de santé de l'Université Paris-Est Créteil, l'UPEC. Au début, il y avait un sentiment de déjà-vu, parce qu'on a déjà eu l'émergence de virus. Et puis, la machine s'est emballée. Et on a compris que ça allait être ce qu'on avait toujours redouté, ce qu'on avait toujours espéré échapper, c'est-à-dire une pandémie mondiale. Et rapidement, on a compris que ça allait être la catastrophe. Il y a trois types de ressources qu'on aurait aimé avoir. Un petit 1, c'est des chambres individuelles. Et on n'a pas pu tout passer en chambre simple comme certains collègues ont pu faire en raison de la demande et des besoins du territoire. Donc là, on a vraiment souffert avec des transmissions croisées en chambre double. Deuxièmement, on aurait aimé avoir des tests rapides, parfaitement sensibles et spécifiques. Alors de formation, je suis biologiste, je sais que ça n'existe pas. Mais là, c'est vrai qu'on a eu des soucis avec des orientations de patients dans les mauvaises filières parce qu'ils avaient une PCR neg qui finalement s'est révélée positive et donc on les a envoyés dans les filières Covid négatives. À la fin de la pandémie, ce qui nous a manqué, c'est d'avoir les capacités de biologie moléculaire et de bioinformatique pour comparer en temps réel les génomes des souches de SARS-CoV-2 qu'on isolait. Parce qu'en fait, on a travaillé sur des clusters alors que l'on ne savait pas si les souches étaient vraiment liées avec des liens de parenté ou si on associait dans ce cluster des souches qui venaient de contamination en dehors de l'hôpital et des souches liées au cluster. Donc je pense qu'on aurait pu beaucoup mieux travailler si on a vu cette comparaison de séquences. Nous, on a fait un petit travail qui va être publié dans le dernier numéro d'IGNS dans un cluster en long séjour gériatrique. On a pu voir que des contaminations qui semblaient évidentes, par exemple 2 patients dans la même chambre, finalement n'avaient pas la même souche, et puis que différentes souches circulaient au cours d'un même cluster et que quand on multipliait les séries de dépistage dans le temps, on récupérait à la fin en fait des souches qui n'avaient rien à voir avec le cluster de départ. Donc je pense qu'on aurait beaucoup gagné à pouvoir avoir en temps réel ces données. On aurait pu faire un travail beaucoup plus fin. Je pense qu'il va y avoir évidemment un après Covid, c'est-à-dire qu'avant le Covid, quand même une partie importante de notre activité, c'était de courir après les patients porteurs ou contacts de bactéries multirésistantes. Donc, pendant la crise Covid, on a fait les pompiers. Donc là, on a travaillé sur des infections, mais vraiment, on a fait les pompiers pendant toute la crise Covid. Et là, maintenant, on a vraiment envie de se recentrer sur notre activité principale, qui est la prévention des infections. Prévention, c'est-à-dire éviter qu'elles arrivent, et infection, vraiment travailler sur des infections et pas uniquement sur des portages. On a aussi beaucoup travaillé en gériatrie, on a vu que c'était vraiment très compliqué en gériatrie, on a vraiment envie d'essayer de trouver des solutions parce que ces patients qui ont des troubles cognitifs, qui déambulent, mettent à mal nos organisations. Nous, ce qu'on sait faire en tant qu'hygiéniste, c'est sectoriser, avoir du personnel dédié, isolé. Et ça n'a pas bien marché, c'est moins qu'on puisse dire, avec la crise Covid en gériatrie. Donc là aussi, il faut qu'on s'adapte encore plus à la réalité de terrain. C'est l'utilisation systématique des masques en période de circulation de virus respiratoires. On avait fait le deuil de cette transmission de virus respiratoires, notamment de grippe, pendant les périodes hivernales. Et là, le Covid a montré que c'était quelque chose qui n'était pas acceptable et qu'on pouvait la combattre avec un port du masque systématique, au moins à l'hôpital, au moins pendant la période de circulation de virus respiratoires. La distanciation sociale, je pense que là, la convivialité, de serrer la main et se faire la bise à l'intérieur de l'hôpital, ça va être difficile de revenir là-dessus. L'hygiène des mains, le fait d'avoir des distributeurs de solutions alcooliques un peu partout, dans les transports en commun, avant de rentrer dans les magasins, avant de rentrer dans les restaurants, ça c'est quelque chose qui est quand même très positif et qui maintenant va rester et qu'il faut absolument garder. Pragmatisme, parce qu'il a vraiment fallu qu'on s'adapte à la réalité pratico-pratique du quotidien. Dévouement, parce qu'on a fait partie de ceux qui ont beaucoup donné.
puis reconnaissance, hein, parce que je pense qu'on a été reconnu quand même pour notre expertise et notre investissement dans la gestion de cette crise. La lutte contre la transmission des micro-organismes reste une priorité mondiale. On aurait pu penser qu'on était maintenant passé à l'ère du cancer, des maladies neurodégénératives, mais en fait non. On voit qu'on peut toujours mettre la société à mal avec la transmission des micro-organismes. Ça tombe plutôt bien parce que c'est vraiment le cœur de métier des hygiénistes, hein, de connaître et de lutter contre la transmission des micro-organismes. Le fait que la prévention est l'arme principale, on voit bien avec ce virus qu'on ne sait pas les traiter. Les traitements ont été inefficaces. Les seuls qui marchent sont des traitements à base d'anticorps très coûteux, pas faciles à administrer. Donc la seule chose qui marche, c'est la prévention. On a dû, nous les hygiénistes, en raison notamment de la forte tension sur les équipements de protection individuelle, revoir un certain nombre de nos dogmes. Il y a eu des effets bénéfiques très importants pour notre spécialité, mais aussi des dommages collatéraux avec cette histoire de gestion de la pénurie d'épis. On a d'ailleurs essayé de faire un bilan de cela sur un numéro thématique de la revue Hygiénesse sur les épis avec Joseph Ajar et Pierre Parnex. Notre expertise, bien qu'elle ait été écoutée au quotidien dans nos hôpitaux, n'avait pas apparu au niveau des grands médias, pas suffisamment apparu. Beaucoup d'hygiénistes comme moi ont eu la satisfaction personnelle d'être au cœur de l'action. On était en pleine communion avec les collègues médicaux, paramédicaux, les administratifs, le personnel de la logistique avec qui on a fait un travail collégial vraiment remarquable. Plusieurs d'entre nous ont été décorés pour leur action et c'est la discipline tout entière qui a été ainsi reconnue. Par contre, le soir, quand je rentrais chez moi, tard comme tout le monde, et que j'ai allumé ma télé, je ne voyais pas d'hygiéniste. Je voyais des collègues infectiologues, des réanimateurs, des urgentistes, je voyais même des néphrologues, mais pas d'hygiénistes dans les grands médias. Et puis quand j'en voyais un, quand un visage familier apparaissait, il était sous-titré comme épidémiologiste. Alors ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Quand on a vu Didier Pitié, il était étiqueté comme épidémiologiste. Alors là, j'ai imaginé mes collègues infirmières et praticiens hygiénistes qui ont certainement été déçus et désabusés. Donc je pense qu'on a fait le job, mais vraiment il faut que maintenant on soit reconnu en tant que tel. Il faut utiliser le terme hygiéniste. Le terme hygiéniste n'est pas un mot à bannir. Nous sommes des hygiénistes. Notre métier, notre expertise, c'est la lutte contre la prévention, contre la transmission des agents infectieux. C'est notre métier, c'est notre expertise, c'est vraiment le faire savoir. C'est vraiment ça que je tire de cette pandémie.